Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la très intéressante Christelle Fournier qui va vous parler de permaculture et de forêts nourricières. Alors restez là. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là pour les auditeurs de Prana Blue et pour moi-même. Donc, écoute Christelle, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai quelques petites questions pour toi, personnelles et professionnelles. Allons-y. Donc, tu es la fondatrice de Fertile Pluriel, accompagnement en permaculture. Tu es aussi autrice. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette belle aventure? En fait, mon parcours, il est né à la base d'une passion pour l'audiovisuel. Je sais que ça n'a rien à voir, OK. mais je rêvais de faire de l'audiovisuel quand j'étais petite, et puis la vie a fait que de fil en aiguille, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir faire un métier. J'ai été camérawoman et monteuse vidéo pendant des années, et dans un contexte international. Donc, ça m'a amenée à rencontrer des personnes du monde entier, des humains et des journalistes de partout, entre autres en lien avec la guerre et la politique internationale. OK, on est vraiment très loin de la permaculture. Eh bien oui, mais non. Pourquoi OK. je donne ça? Mais oui, parce qu'en fait, on croit que oui, mais en fait, la permaculture a quand même un lien avec l'humain. Et je pense que de comprendre ce qui se passe de façon internationale change vraiment le prisme qu'on a de son territoire. Et en fait, ça m'a amené à faire des études de sciences politiques internationales avec une spécialité en économie. Et cette spécialité en économie m'a amené à faire de l'économie agricole. Et là, j'ai découvert le monde des plantes. C'était au Costa Rica. Et le monde du lien entre l'agriculteur, l'agricultrice et le monde qui l'entoure, le lien avec le social, le lien avec l'eau. On a des enjeux d'eau de façon mondiale et aujourd'hui, on le voit Oui, sur nos agricultures. tellement, oui. Et en fait, pour moi, le lien avec la permaculture est directement, comment dire, en fait, je me suis rendu compte que mon métier d'avant, c'était être témoin de choses qui se passaient à travers le monde, de le relater, d'en parler. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être actrice et d'accompagner des gens qui veulent être acteurs du changement, et au travers de ce prisme territorial aussi, et des limites planétaires, des enjeux sociaux. Et je pense que j'ai une vision à la fois très macro et très micro, très sur le terrain. Donc oui, on peut croire que c'est très loin, mais en fait, ça me permet d'avoir une compréhension globale, ou en tout cas une certaine compréhension, puis des enjeux géopolitiques qui peuvent être liés, entre autres, à la nourriture. Et voilà. Et j'ai la chance d'être au Québec. Oui. Et où on a encore beaucoup d'eau, où on a beaucoup d'espace. D'abondance aussi. D'abondance, tout à fait. Mm. On a beau avoir des enjeux sociaux, on est un pays riche, on est un pays Oui. où on peut prendre soin des inéquités. Et donc, c'est dans ce contexte que je m'inscris pour essayer de faire changer le monde à mon échelle à moi, quoi. Donc, tu es vraiment partie d'observatrice à actrice. Tout à fait. Tout à fait. J'ai quand même eu ma ferme maraîchère dans toute cette histoire. Ah Donc, oui, ici au Québec? voilà. Non, en France. OK. En France, donc c'était une ferme en agroécologie / permaculture. En fait, ce sont des termes qui sont proches, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça vient pas de la même histoire. Et aujourd'hui, on se rejoint dans ces termes-là, les uns et les autres. On commence à se dire, on parle à peu près de la même chose. Puis c'était à côté de Lyon, pour les personnes qui connaissent la France. Et donc voilà, et puis c'était avec des gens merveilleux qui avaient des spécialités en insectes auxiliaires qu'on appelle, c'est-à-dire les petits insectes qui viennent nous aider à jardiner, entre autres les insectes pollinisateurs. Donc voilà, enfin j'ai vraiment découvert le monde. Donc j'ai été moi-même une paysanne ou une agricultrice ou une artisane de la production alimentaire. C'est vrai que les Européens ont dit, je m'inclus parce que je suis d'origine italienne, on fait beaucoup référence aux paysans quand on parle d'agriculture et c'est presque péjoratif, là, mais alors que ça ne devrait pas l'être. Mais dis-moi, c'est parce que j'ai l'impression que tu me racontes que tu as eu 5 vies. Tu es toute jeune, donc...
En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai la chance d'avoir appris à travailler en collectif et via de nombreux projets. Et en fait, quand on apprend à travailler en collectif, on peut avoir 5 vies, en effet. Parce que le côté collaboration fait qu'on peut faire des morceaux Mhm, de projets, mhm. être un atout important avec un rôle spécifique et donc contribuer à des belles aventures humaines au travers de plein de projets différents. Mais de toute façon, l'audiovisuel, c'est à la base que des projets collaboratifs où on doit avoir confiance avec Ah oui, les oui. partenaires avec qui on est. Donc, j'ai grandi professionnellement dans cette mentalité. On va parler de permaculture. Oui. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que la permaculture, peux-tu nous l'expliquer? Alors oui, au début, c'est un concept qui vient de l'Australie. Dans les années 70, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, hein, Mhm, une cinquantaine d'années. Il y avait des chercheurs australiens qui se disaient, ben, c'est pas possible, on est en train de faire de l'agriculture qui est vraiment, euh, qui est vraiment prédatrice sur notre environnement, qui mhm, vient de détruire nos sols, on met des pesticides, on tue tout. On peut pas continuer comme ça. Et donc, ils se sont dit, c'est quoi qu'on pourrait faire? Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de traditions à travers le monde. La façon de cultiver la terre depuis 10 000 ans à travers le monde, eh ben, c'était des façons écologiques de faire de l'agriculture. Par défaut, il n'y avait pas de pesticides, etc. mhm. Donc, ils ont poussé le concept plus loin et ils se sont dit, on doit faire de l'agriculture permanente. D'où le côté permaculture. Permaculture. Et quand on parle d'agriculture permanente, et ben forcément, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les écosystèmes, le Mhm. regard holistique sur son territoire. Et puis de là, en fait, ça s'est grossi et c'est devenu carrément une philosophie de vie où on se dit que c'est la culture aussi, le côté social, le côté de partager les choses, doit aussi avoir quelque chose de permanent. En fait, c'est un peu l'économie circulaire en avance, quoi. Oui. Autrement, mais via le prisme du vivant, en fait. Et donc, à l'intérieur, il y a inclus l'humain, mais l'ensemble des vivants, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est une philosophie appliquée, je dirais. Et elle s'appuie sur 3 principes éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Et en fait, on dit qu'un projet Wow. est permaculturel quand on a réfléchi à ces 3 prismes. Et ça, c'est l'utopie, hein. Oui, 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 oui. On, On ne peut on pas va se prendre mettre la en vertu de toute façon. Non, non, c'est vraiment, c'est l'utopie. C'est l'utopie, c'est la posture de départ. Ouais, voilà, Et toi, tu fais de l'accompagnement en permaculture. exactement. Donc, qui fait appel à toi, par exemple? Ben, en fait, ça, c'est rigolo. En gros, mes clients, c'est-à-dire les personnes qui vont Mhm, payer mes services, ça va être des organismes, des institutions. Donc, on va avoir des municipalités, des sociétés de développement économique, des universités, des conseils de bande. J'ai eu la chance de travailler avec la communauté Atikamekw de Wemontashi pendant mhm. plusieurs années. Et en fait, eux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont la pression d'un collectif de citoyens. L'histoire est à peu près tout le temps la même. Il y a un collectif de citoyens qui a testé des choses sur son territoire, qui s'est heurté à des limites de connaissances, d'autogestion De limitée, production, oui, c'est ça. exactement, de tout style, de plein de styles. Et ils ont entendu parler de la permaculture. Et donc, à ce moment-là, ils mettent la pression à cet organisme pour que l'organisme trouve des sous et me paye pour que je les accompagne. Donc, en gros, c'est ça, c'est quand même des projets sur un certain territoire. Je Mhm. n'accompagne pas des projets de particuliers. Ça pourrait arriver, mais ça a été très rare, en fait. Donc, Donc, moi, j'ai je ne pas peux pas faire forcément... appel à toi parce que mon potager, Ben, je veux théoriquement, non. maximiser. Non, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que je peux pas, mais ça va être vraiment. En fait, ce genre de conseil aux particuliers, déjà, il y a plein de gens qui font des aménagements comestibles et qui sont complètement Mm. compétents là-dedans. Et ensuite, ben, tout simplement, j'ai une volonté de travailler à une échelle plus grande pour avoir un impact plus grand. En fait, Oui. c'est vraiment aussi ce changement d'échelle. Ceci étant, des collectifs de citoyens s'organisent et au milieu de tout ça, il y a des formations pour apprendre à cultiver son jardin. Donc, l'un et l'autre vont ensemble, en fait. Mm. Et toi, tu as écrit un livre. Donc, je disais que tu es autrice. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter ton livre? En fait, ce livre, c'est une aventure de 3 ans et demi
qui est partie en fait du constat que, en fait, on m'a demandé de donner des formations sur la permaculture urbaine. À la base, c'était ça. Oui. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, moi-même, je comprenais pas trop ce que les gens cherchaient au travers de ça. Et puis, j'ai commencé à me renseigner et me rendre compte que ben, c'est vrai que la permaculture réfléchit à l'échelle d'une ville. Ben, en fait, ça n'existe pas vraiment de la littérature là-dessus et encore moins de la littérature francophone. Et de plus, je voulais vraiment... je me suis dit, il manque aussi le prisme de la pratique, en fait, des gens qui viennent de la pratique et qui ont une analyse critique sur ce qu'ils font et des retours avec des exemples concrets, que ce ne soit pas juste un peu dans les nuages de l'utopie, parce que la permaculture, on peut aller dans le monde utopique, mais on peut y rester longtemps aussi. Puis pour moi, ce n'est pas de la permaculture si on reste seulement dans l'utopie, il faut l'ancrer dans la matière. Ouais. Et en fait, j'ai fait appel à 10 autres femmes pour coécrire ce livre. Donc en fait, c'est un livre à beaucoup de mains, parce qu'on est 11 co-autrices. Ben oui, hein, ça revient. Il y a 2 illustratrices aussi. Et puis, bah voilà, c'est vraiment un livre autour du maillage entre le côté environnement, donc vraiment les arbres et puis les végétaux, etc., mais aussi le côté très, très social de la permaculture. Qu'est-ce que ça veut dire partager équitablement? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de l'humain dans un projet collectif? Souvent, on en parle, mais en fait, on ne donne pas d'exemples concrets, on ne donne pas d'outils concrets pour le mettre en place. Pour que les gens prennent action, c'est ça, et qu'ils passent à l'action, parce que sinon, ça demeure une belle idée, une belle théorie. Voilà, puis c'est une critique justement du côté... en fait, on dit dans notre jargon qu'il y a les faiseux et les penseux. Et en permaculture, les penseux, on n'en fait pas grand-chose parce que il faut qu'un penseux devienne un faiseux et vice-versa. En fait, il y a une boucle de rétroaction, de réflexion sur sa pratique. Mais s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de permaculture. Voilà, c'est un peu ça. Et il s'appelle comment ton livre? Il s'appelle Notre ville permaculturelle. Comme ça, on sait de quoi on parle. Donc voilà, puis en fait, c'est Fertile qui porte l'édition du livre. Donc on peut le trouver sur notre site internet. Et puis, on a fait un sociofinancement, entre autres, pour partiellement le financer, pouvoir payer chaque personne, la graphiste, les illustratrices. Oui. J'ai soin de payer tout le monde. Et en fait, grâce à ça, on a aussi... ça a permis à ce que le livre numérique soit vendu à tarif équitable. Donc, c'est-à-dire que sur le site, vous pouvez donner le prix que vous voulez et vous aurez la version numérique. Et c'est expliqué, en fait, tout ce qu'a coûté le livre, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a un accès universel au livre. À savoir que le livre physique, on ne peut pas faire ça tout simplement parce qu'il est ancré dans la matière. Oui, tout à fait. Il y a des coûts, oui. Il y a des coûts liés forts. Donc, mais j'ai envie d'encourager les gens à l'acheter de façon numérique parce qu'en plus, on le télécharge une fois, puis ça ne pollue pas. Puis, c'est vrai. Mais je mettrai le lien d'ailleurs pour les gens qui ont envie de s'y intéresser, puis vraiment de donner ce qu'on veut. C'est rare qu'on rencontre cette opportunité-là. Et dis-moi, les forêts nourricières, c'est poétique, mais qu'est-ce que c'est? Oui, on en entend beaucoup parler de plus en plus à travers le Québec. En fait, c'est un concept qui vient vraiment de la permaculture. Je dirais que la permaculture n'a pas inventé grand-chose à part ça, puisqu'elle s'inspire de plein de choses qui existent partout pour ancrer dans une philosophie. Les forêts nourricières, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'on peut s'inspirer des forêts? Les forêts, ce sont des écosystèmes qui fonctionnent tout seuls, hein, on le sait, ça existait bien avant l'être humain, et qui nourrissent l'ensemble des habitants de cette forêt. Et l'idée, c'est de se dire, si on s'inspirait de la forêt, de cette façon écosystémique, cette façon harmonieuse, en fait, de fonctionner, mais pour y mettre plutôt des arbres fruitiers, des végétaux comestibles pour nous, en fait, ou utilitaires, parce que dans l'absolu, on se fait des habits aussi avec des végétaux, etc. Et le faire petit à petit. Il y a vraiment cette philosophie du pas à pas, parce que on essaye d'être humble, on ne sait pas reproduire une forêt, on ne sait pas faire un écosystème que la nature est bien plus ingénieuse que nous. Ça se pourrait qu'il y ait un petit peu de méthode essai-erreur à travers tout ça aussi.
Exactement. Donc, il y a plein de concepts, on se base quand même sur la science. Et puis, l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment on peut créer un écosystème avec différentes strates de végétaux. Donc, il va y avoir des arbres, il va y avoir des arbustes, il va y avoir des herbacées, donc beaucoup plus basses, des champignons. Et puis, de là, on peut vraiment créer en fonction de nos besoins alimentaires, justement. Alors, la question, elle est déjà, qu'est-ce que je veux produire pour moi? C'est quoi ma quantité de nourriture que je veux, par exemple, si on parle d'une autonomie alimentaire personnelle? Oui. Et qu'est-ce que je veux produire? Parce qu'il y a d'autres choses que je peux aller voir chez mon voisin. Je ne suis pas obligée d'être en autarcie toute seule dans mon monde. Je peux être aussi liée à l'écosystème autour de moi. Et donc, il y a aussi cette autonomie en eau. Comment on fait pour arrêter d'arroser et de détourner l'eau et utiliser tout simplement la géographie du site, la pluie, enrichir des sols qui sont malheureusement trop détruits par nos pratiques humaines. Et petit à petit, essayer de fabriquer une forêt nourricière, donc qui va nous nourrir, nous et les autres vivants. C'est pour ça qu'il y a ce concept de nourricier. En France, en Europe, on va beaucoup, dans le reste du monde francophone, je dirais qu'on parle de jardin-forêt. Puis au Québec, voilà, on a un peu détourné ce mot. Ça vient aussi de forest garden. Et il y a différents endroits. En fait, en anglais, il y a des termes. En Amérique latine, il y a des termes. Et donc voilà. Et je pense aussi que ça a cette idée aussi d'avoir un regard un peu plus holistique, ancré peut-être sur notre culture, partiellement inspirée des autochtones. Est-ce que tu penses que les gens sont... est-ce qu'il y a un retour à la terre? Puis, tu sais, moi, j'ai près de 60 ans, puis je pense à mes parents, évidemment, qui sont arrivés de l'Italie. Puis nous, on a toujours eu un potager chez nous. Et puis, sans dire qu'on était dans l'autosuffisance, je pense que ma mère faisait pousser beaucoup de ce qu'on mangeait. Et puis, ça s'est perdu dans la prochaine génération. Et là, je sens que c'est en train de revenir. Est-ce que tu penses que les gens sont de plus en plus sensibles à ça? Est-ce que tu le vois en milieu urbain, en banlieue? Est-ce qu'on remarque que les gens sont de plus en plus tentés de se faire un petit potager? Puis évidemment, quand on commence, qu'est-ce qu'on fait pousser? Des tomates, du basilic, on y va avec des concombres, des carottes, on y va avec les choses de base. Mais est-ce qu'il y a un regain de ça? Est-ce qu'il y a un retour à la terre? Oui, en fait, il y a quand même deux signaux, je dirais, que beaucoup de citoyens essayent de commencer à découvrir le monde du potager. En fait, en 1 génération et demie, on a perdu nos connaissances. C'est fou, ça va très vite. Oui. D'ailleurs, la diaspora italienne a été très importante à Montréal. Elle fait des choses encore merveilleuses. Certains aînés font encore des choses merveilleuses. Ah oui, tout à fait. Ça se perd. Surtout dans un climat aussi différent que celui de l'Italie. Hein. C'est vraiment... C'est sûr qu'on ne fait pas pousser beaucoup de citron. Ah, oui, mais ça, on ne pourra pas. Et j'espère qu'on ne pourra jamais parce que sinon, on est vraiment... C'est une mauvaise nouvelle. Mais oui, ça après... Et donc oui, en effet, je vois beaucoup de gens essayer. Ce qu'il y a de drôle, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce qu'on cultive a beaucoup changé. Les tomates, c'est un des légumes les plus difficiles à faire pousser en réalité. Les jardins ouvriers avant, les gens faisaient pousser des choses comme le chou gras. Le chou gras est une plante qui a été totalement abandonnée au Québec. Il y a même une expression en lien avec les choux gras. Oui. Et oui, mais en fait, on la voit comme une mauvaise herbe, c'était une plante cultivée. Le pissenlit aussi, dans les livres d'il y a 100 ans, ils t'expliquent comment faire pousser du pissenlit, comment cultiver du pissenlit. Ça fait une excellente salade. Mais oui, la racine se mange. Bref, Donc en fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que en réalité, les potagers d'antan, c'était des potagers. Alors, soit on était très éloignés et en effet, ils faisaient leurs tomates, il y avait quand même des connaissances, mais ça, c'est des gens qui connaissaient. Soit les gens avaient des potagers beaucoup plus simples où ils avaient des légumes plus simples à faire. Et ces légumes-là, on les a totalement abandonnés. Et je pense qu'il faut aussi qu'on redécouvre une alimentation qui soit ancrée avec notre territoire. Puis c'est génial parce qu'il y a beaucoup il y a tout un monde de chefs à travers le Québec qui sont en train d'inventer ou d'explorer, je dirais, une gastronomie boréale. C'est merveilleux ce qu'ils font.
On est on est vraiment dans quelque chose de précieux. Donc en plus, on a moyen de faire un mélange entre des légumes qu'on connaît moins, qu'on a peut-être un peu plus d'appréhension, mais aussi des saveurs et toute une gastronomie avec une notion de plaisir, parce que manger, c'est aussi ça. Faut pas juste... Oui, oui. Et je pense, je ne sais pas si je me trompe, l'ortie. Est-ce que c'est l'ortie qui, la petite plante qui pique? Oui, tout à fait. On peut faire des potages avec ça. Énormément de potage. Et puis en plus, ça fertilise le sol. Puis nous, on Et s'en c'est un débarrasse lieu... ici. Oui, puis c'est un lieu qui attire énormément d'insectes bénéfiques pour nos jardins. En fait, l'ortie est un chouchou. Il faut juste savoir la couper à différents moments pour la contrôler un peu, pour pas qu'elle nous envahisse. Oui, Mais elle est juste pour pouvoir la manipuler aussi, parce que c'est vrai que ça pique. Je mettrai une image de l'ortie pour que les gens voient. Puis je tenterai même de trouver une recette parce qu'en potage avec des pommes de terre, c'est vraiment très bon. Ça pousse sur les pelouses de tout le monde ou à peu près. Mais oui, puis c'est très nutritif en plus. C'est rempli de minéraux. Donc les jeunes pousses au printemps, c'est vraiment génial pour le corps, pour la sortie de l'hiver. Là. C'est vraiment au printemps, juin, etc. Là. Mais oui, oui, c'est des plantes, on redécouvre. Et puis je me rends compte dans les ateliers, il y a des ateliers que je donne ponctuellement justement sur les plantes sauvages de nos trottoirs. C'est mon petit... j'aime bien ce petit côté... Donc tu donnes des ateliers pour monsieur, madame, tout le monde? Oui, des Ok. fois de temps en temps l'été. Parfait. Et c'est plein, c'est toujours plein. Les gens sont curieux, ils veulent savoir, découvrir ces plantes qu'on regarde. Il y a un regard qui change en fait. On est en train de changer notre regard. Tu les Le fait donnes où, qu'il- ces ateliers? Mais ça va dépendre en fait. Par exemple, il y a des organismes comme Cultiver Montréal qui sont des organismes de Montréal qui vont faire appel à mes services pour que je donne un atelier. Ça va vraiment dépendre d'une année sur l'autre. D'ailleurs, Cultiver Montréal, j'encourage, c'est un super réseau des agricultures montréalaises. Je pourrais mettre le lien pour ça aussi. Puis d'autant plus qu'on regarde le prix du panier d'épicerie, je pense que ça devrait encourager les gens à cultiver des trucs puis essayer d'économiser. Puis c'est vrai que l'ortie, ça coûte absolument rien. En fait, je pense que si on connaissait un peu nos plantes sauvages, qu'on savait un peu les cuisiner, ça irait très vite. En fait, on a vraiment des très bonnes mauvaises herbes. Donc peut-être continuer à acheter ces petites tomates cerises. Après tout, la tomate cerise est facile à faire en plus. C'est peut-être pas celle le plus à acheter, mais il y a beaucoup de plantes qui sont un peu plus complexes à faire. Donc autant le laisser au maraîcher, pourquoi pas. Mais on peut se nourrir partiellement de d'autres végétaux et en plus, ça va aider les pollinisateurs, nos fameux insectes qu'on veut préserver. En fait, ce sont des plantes qui sont totalement pour eux. C'est aussi des plantes médicinales, souvent. Oui. Donc, en fait, c'est les mêmes. Donc, elles sont entre guillemets rapides à apprendre, je dirais. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut les apprendre rapidement. Et elles sont nombreuses, mais pas tant. C'est à peu près tout le temps les mêmes qui reviennent. Puis on peut commencer par un ou deux trucs, même si on habite en ville et puis qu'on a un tout petit balcon, on pourrait quelques herbes, quelques fines herbes, juste l'essayer. Puis, tu sais, moi, j'étais très intimidée par ça parce qu'évidemment, j'ai vu mes parents là, qui étaient des super-héros là, en matière de jardinage. Mais il faut que l'essayer, ça prend juste un petit peu de terre, puis soit de la semence ou une plante qu'on achète, puis essayez-le, tentez-le. La fierté d'aller juste dans la cour, aller chercher du basilic, des tomates, puis un concombre, puis se faire une salade. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça euphorique de le faire comme En ça. fait, c'est très gratifiant et Oui, en plus, oui, je pense que ça aide énormément en termes de liens familiaux, par exemple, parce qu'on va être dans une forme de transmission. Là, j'habite en colocation, j'ai ma coloc qui fait un potager. Alors, c'est très rigolo parce que c'est la permacultrice qui fait pas de potager, puis la coloc qui en fait un. Mais en fait, c'est quand même un lien, en fait, parce que moi, dès qu'elle arrose ou qu'elle fait quelque chose, je vais voir. Je la laisse faire parce que elle est partie là-dedans. Moi, je suis souvent en déplacement avec les projets que j'accompagne, donc finalement, c'est pas moi qui en fais en même temps. Le cordonnier mal chaussé, comme on dit. oui, tout à fait. Puis, mais ça fait que c'est du liant. Et puis, chaque fois qu'elle récolte
quelque chose et qu'elle le met sur la table, elle veut faire goûter à tout le monde. En fait, il y a quelque chose de... On célèbre, en fait. Oui. Et juste ça, ça crée du lien social, ça crée un moment de care. Et puis également, je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer face au gaspillage alimentaire. Oh, tout à fait, oui. Et c'est Oui. un enjeu. 80% de notre nourriture est gaspillée. Oui. 80%. Ce qui veut dire que si on ne peut pas calculer exactement comme je vais le faire, donc je vais faire un lien très simplifié, mais en gros, ça veut dire que 30% de nos terres cultivées pourraient être des forêts au lieu d'être cultivées, donc rendues, on va dire, aux animaux, à la planète, à l'eau, OK. etc. Tu veux pas juste parler de gaspillage alimentaire dans nos frigos à nous, là, ce qu'on jette le jeudi avant... Ben, il y a ça, et ce qui est jeté dans les IGA ou les métros ou je ne sais où, et puis ce qui est jeté dans les fermes maraîchères parce que c'est pas au calibre industriel qu'on a besoin. En fait, mais en tant que gaspillage alimentaire personnel, c'est énorme quand même. Hein. Je veux vraiment pas... on est tous co-responsables. Ah, tout à fait. Mea culpa, moi, à chaque fois qu'on jette quelque chose parce que ça change de couleur, peu importe, puis on doute que c'est plus tellement bon. Moi, j'ai un énorme trip de culpabilité à chaque fois, là. Mais en fait, il y a aussi le fait d'avoir des frigos un peu plus vides, je crois. Bon, après, ça va dépendre de chacun. Je veux pas mettre de pression à personne. Je me dis qu'une famille qui a plusieurs enfants doit faire une gestion de son temps. Enfin, j'irai pas juger rien du tout là-dedans. Mais je me rends compte que moi, par exemple, dans mon cas, je vis proche d'une épicerie, il y a des marchés. Je peux décider d'avoir un frigo moins plein et d'aller plus régulièrement acheter des petites quantités et être sûr de finir la nourriture. Consommer. Mais c'est vrai ce que tu dis. Si, maman, papa avec 3 enfants qui vont au Costco pour acheter en grande quantité, d'une part parce que c'est plus économique, d'autre part parce qu'ils ne veulent pas aller à l'épicerie 4 fois par semaine, je le comprends, puis on n'est pas dans la culpabilité. Moi, je dis, invitons juste les gens à réfléchir. Oui, je pense qu'une fois qu'on le conscientise et qu'on se dit « non, j'aurais pas dû », à la fois d'après, on va peut-être un peu moins acheter, on va peut-être plus y penser ou peut-être l'amener. Moi, je me rends compte que comme je fais beaucoup de déplacements, je fais quelque chose qui, des fois, culturellement, peut être vu bizarrement, mais je ramène mes fonds de frigo chez les gens. Et je sais que ça fait rire les gens, mais c'est de la nourriture, c'est de l'énergie, c'est des animaux qui n'ont pas un territoire occupé. Je ramène pas de la nourriture non consommable, non. mais ça peut être un yaourt ouvert. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors je comprends, mais culturellement, je pense qu'on peut peut-être se positionner à essayer doucement de gaspiller différemment. C'est vraiment juste une invitation à la conscientisation puis à réfléchir tout simplement parce qu'on sait qu'au quotidien, c'est pas facile nécessairement. Mais écoute, moi, je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures, puis j'invite vraiment les gens à aller voir, à aller lire ton livre, à aller se procurer ton livre, surtout avec la belle offre que tu fais, de donner ce que vous voulez. Je vais mettre les liens pour que les gens soient soit en contact avec toi pour Cultivons Montréal. C'est vraiment juste de faire un petit geste, de commencer par quelque chose, de dire OK, demain matin, qu'est-ce que moi je peux faire? Puis après ça, tranquillement, on voit si on va avancer là-dedans ou si on s'en tient à notre petit geste qui sera déjà ça. Exactement. Et il y a vraiment un lieu de plaisir. C'est génial l'alimentaire parce qu'il y a quelque chose en lien avec le goût, il y a quelque chose en lien avec le partage, la convivialité. C'est pas, c'est quelque chose qui est vraiment, et puis ça peut être familial. Voilà, il y a vraiment de quoi faire en fait. Merci infiniment, Christelle. Ce fut tellement agréable et simple. C'est pas un sujet qui est simple. Tu l'as présenté de façon très éloquente et très accessible pour tout le monde. Merci infiniment. Puis au plaisir de faire une autre entrevue pour explorer un peu plus la permaculture. Ben, avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup pour cette invitation et de me laisser l'espace pour pouvoir parler justement de ce beau domaine. Je suis certaine que les gens vont apprécier. Merci à tous d'être là. Ciao! Bye.